Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la microéconomie à la une avec un démarrage passablement compliqué, on va le dire comme ça, pour la saison de publication des grands groupes européens puisqu'on a nos deux méga caps européennes qui ont livré des messages négatifs au marché et des réactions de marché très négatives. On l'a vu déjà hier avec ASML et cette double faute, celle de la publication en cours de séance d'un communiqué qui aurait dû être publié aujourd'hui. L'autre faute étant effectivement des objectifs largement revus en baisse après un troisième trimestre très faible en termes de prise de commande pour ASML, le spécialiste des machines de lithographie destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Et puis l'autre faute au démarrage, c'est celle de LVMH, poids lourd évidemment du secteur du luxe, poids lourd tout court de la cote française et européenne qui connaît une décroissance organique de ses ventes au troisième trimestre. À cela s'ajoutent d'autres alertes venant d'entreprises de taille un peu plus modeste dans le segment des mid-caps européennes et françaises. En particulier, on notera les warnings d'Ipsos, de Rexel ou encore d'Eramet qui font baisser ces titres concernés. Vous aurez tout le détail de ces résultats dans un instant avec Pauline Gratel et puis bien sûr le décryptage et l'analyse avec nos invités de Planète Marché. Dans un instant, sur la partie macroéconomique et politique monétaire, le marché attend bien sûr une troisième baisse de taux consécutive de la Banque Centrale Européenne de 25 points de base qui sera annoncée demain. La question étant de savoir est-ce que le message de la BCE aura évolué à l'occasion de cette troisième baisse de taux ou est-ce que le message restera plutôt celui d'une retenue vis-à-vis du rythme des baisses de taux encore à venir en zone euro. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème de l'IA. Où en est-on de l'IA ? Nvidia est encore à des sommets historiques, mais on l'a vu avec ASML ou le secteur des semi-conducteurs en Europe. D'autres histoires sont plus compliquées dans ce domaine. Est-ce que le thème des infrastructures dédiées à l'IA est déjà un peu dépassé ? Est-ce que les thèmes liés à l'énergie ou au logiciel sont en train de prendre la relève ? Nous en parlerons avec un spécialiste des phénomènes de disruption, gérant chez Quadrille Capital, Jean-Edouin Réa, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés et nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La micro donc est à la une aujourd'hui. Oui, et on peut dire que ça commence mal en Europe. Les premiers résultats ont été publiés avec LVMH et on se doutait qu'avec la situation économique chinoise, le chiffre d'affaires des maisons de luxe serait affecté. Oui, et peut-être même un peu plus que prévu puisqu'on parle d'une baisse organique des ventes de LVMH au troisième trimestre. Oui, et c'est la première fois depuis 2020. Elle recule à 19 milliards d'euros en repli de 3% en données comparables. Même si LVMH se dit confiant et compte renforcer son avance sur le marché du luxe, le titre recule de plus de 4%, dernier du CAC 40. Dans son sillage, Kering et Hermès cèdent plus de 2%. Compliqué également pour les spécialistes des cosmétiques. On voit L'Oréal dégradé par les analystes de JP Morgan et Coty de son côté qui alerte sur sa croissance. Oui, L'Oréal cède ainsi jusqu'à 4% après que JP Morgan est passé de neutre à sous-pondéré. Coty, son concurrent américain, alerte de son côté sur la croissance de son chiffre d'affaires pour le T1 de 2025. Initialement attendu en hausse de 6%, le chiffre d'affaires devrait plutôt se situer entre 4 et 5%. Le titre plonge de plus de 10%. Et puis d'autres avertissements, je le disais en titre, qui sont à noter hors CAC 40 pour des small et mid-cap européennes. Oui, à commencer par Eramet qui plonge de plus de 15%. L'entreprise réduit ses prévisions de production à cause de la faible demande chinoise. Ensuite, Ipsos abaisse sa prévision de croissance organique pour 2024 à 1%. Le titre dévisse de 12%. Enfin, les ventes de Rexel sont attendues en repli. Le titre lâche 5%. Bon, et puis un mot quand même de la double faute d'ASML hier, avec d'abord la publication par erreur, en fin de séance, mais au milieu de la séance, de ses résultats trimestriels. Oui, ce fat finger provoqué par une erreur technique a valu à ASML un plongeon de 15% hier à cause de commandes nettement inférieures aux attentes. D'autres géants du secteur ont également chuté, comme ASMI
États-Unis ou encore Soitec et ST Microelectronics en France. Demain, ce sera au tour de TSMC de publier ses comptes. Ouais, ASML qui perdait 15% hier en clôture, qui perd encore 4 à 5% aujourd'hui sur le marché néerlandais notamment. Du côté des banques américaines, la série continue et là, les nouvelles sont encore bonnes du côté de Morgan Stanley. Oui, les revenus de la banque d'investissement bondissent de 56% au T3. Le bénéfice net, lui aussi, bondit de plus de 30%, tiré par le rebond des transactions. Concernant la gestion de fortune, les revenus s'établissent à plus de 7 milliards de dollars. Les investisseurs saluent cette publication. Le titre ouvre en hausse de 6% à Wall Street. Bon, des mouvements importants effectivement sur chacune de ces valeurs qui publient leurs résultats. On est vraiment dans la séquence micro et au final, les indices actions, eux, évoluent en ordre dispersé aujourd'hui. Oui, en Europe, seul le FTSE évolue dans le vert aujourd'hui. Le CAC 40 remonte autour des 7500 points en fin de séance. À Wall Street, les grands indices ont ouvert en léger recul pour la plupart, sauf le Dow Jones qui ouvre sur une note positive. Quel sera le programme de la journée de demain qui sera une séance chargée pour les investisseurs? Oui, demain, la journée sera évidemment rythmée par la décision monétaire de la BCE. Le marché table sur une nouvelle baisse des taux directeurs de 25 points de base. D'ailleurs, la seconde estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de septembre sera publiée. Aux États-Unis, les ventes de détail de septembre sont attendues. Côté micro, quels sont les rendez-vous attendus? Côté français, on attend les chiffres d'affaires de plusieurs valeurs du CAC 40 avec Publicis, Pernod Ricard et EssilorLuxottica. Aux États-Unis, Netflix publiera ses comptes après la clôture de Wall Street. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainaut est avec nous, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Laurent Dédier, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Et Ariane Hayat qui nous accompagne également, gérante Action Europe chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Ariane. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver tous les trois. Ariane, je commence avec vous sur la partie action et sur le luxe spécifiquement. C'est un univers que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'on retient de la publication de LVMH? Qu'est-ce qu'il y a de conjoncturel dans cette publication par rapport à des problèmes peut-être structurels que peut rencontrer un groupe comme LVMH dans le secteur du luxe? Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à LVMH dans cette publication? Et qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une observation un peu plus large pour d'autres groupes du secteur qui n'auraient pas encore publié? Alors c'est vrai que tout le monde a été surpris déjà par cette publication-là. Historiquement, c'est vrai qu'on a été habitué à de très très bons chiffres de la part d'LVMH. Mais finalement, je pense que le marché a oublié que LVMH était une société cyclique. Il y a des cycles dans le luxe, alors même si on n'est pas sur les cycles des semi-conducteurs, mais on a déjà eu des amplitudes allant de moins 5, moins 1%, parfois jusqu'à des plus 20, plus 30 sur certaines années. C'est vrai que Pauline le rappelait, la dernière fois qu'on avait vu une baisse, c'était lors du Covid. Et l'autre baisse qu'on avait vue notamment, c'était en 2009. On avait effectivement aussi une baisse de cet ordre-là. Enfin, un petit peu moins, il faut l'avouer. Mais aujourd'hui, ce qui se passe chez LVMH, c'est évidemment le consommateur chinois. On en a parlé cet été, on continue à en parler, qui est beaucoup plus morose. On a vu qui portait la croissance en fait du groupe sur la première partie d'année. On était quand même sur une croissance du consommateur chinois. Alors plus spécifiquement sur la partie mode et maroquinerie, en croissance de 5%. Maintenant, sur le troisième trimestre, on est en baisse de moins 5% sur ce consommateur chinois qui ne consomme plus sur son territoire et qui consomme moins au Japon notamment. On avait vu que le Japon avait explosé, on était sur des croissances de l'ordre de 60%. Là, on a un vrai décalage puisqu'on est en croissance de 20%. Et un yen qui s'est apprécié tout au long du troisième trimestre, qui a pu contribuer à pénaliser le voyageur chinois au Japon. Aussi. Donc à cela s'ajoute évidemment pourquoi ce consommateur chinois consomme moins. Évidemment, on a aussi cette confiance du consommateur qui est sur des plus bas finalement. Et donc, ça se reflète aussi dans ses achats, même si historiquement, le consommateur chinois a une proportion à consommer le luxe beaucoup plus importante que dans les autres marchés. Et ça reste vrai. Enfin, qu'est-ce qui ressort des échanges que vous pouvez avoir avec l'entreprise sur une publication, mais aussi précédemment? Enfin, ils ont confiance dans l'idée que le schéma de consommation en Chine reviendra, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en profondeur dans le schéma du consommateur chinois aujourd'hui?
Alors c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de cette fameuse common prosperity. On a eu des mesures à l'encontre des employés d'État dans le secteur financier qui ont été rabotés. Enfin, on a vu leur salaire raboté. Tout ça a un impact. On a demandé à des gérants d'actifs de rendre le salaire. C'est ce que j'ai vu. Oui. Donc, tout ça, ça a un impact. Alors, en cash réel, mais aussi un impact psychologique. Après, quand on parle directement avec la société, ils nous disent que malgré tout, il y a cette envie de consommer du luxe qui est toujours là. Donc on aura ces cycles et on l'a d'autant plus sur le marché chinois qui finalement jusque-là était un marché de croissance structurelle. Donc maintenant ce qu'on découvre aujourd'hui c'est que finalement le marché chinois est aussi un marché qui a ses propres cycles et donc on le voit actuellement chez LVMH. Est-ce qu'il parle d'un point bas aujourd'hui ? Alors, il ne se prononce pas là-dessus plus spécifiquement, en tout cas pas sur le consommateur chinois. Quand on leur pose même les questions, par exemple, sur ce qui se passe actuellement sur la Golden Week, ce qu'ils ont vu la semaine dernière, on dit c'est ni plus ni moins, ils préfèrent pas se prononcer. En revanche, ce qui commence à être un peu plus positif, ce sont les consommateurs européens et surtout le consommateur américain. Donc ça, c'est la petite bonne nouvelle, si on veut. Si on regarde en fait le consommateur américain dans le marché du luxe, c'est lui qui a commencé à couper ses dépenses finalement en mi-2022. Donc c'était en fait la première cohorte. Au tout début des hausses de taux, quoi. Voilà, c'était la première cohorte de consommateurs du luxe qui a coupé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était aussi des consommateurs, notamment le fameux consommateur aspirationnel, donc celui qui aspire à acheter du luxe. Un statut. Un certain statut, mais qui n'en a pas forcément les moyens, qui avait aussi bénéficié de certains chèques et qui, à ce moment-là, a commencé à baisser ses dépenses. Donc, c'était eux qui ont ralenti en premier. Et là, on voit un petit peu les prémices. D'accord. Alors, on est toujours en faible baisse, on est peut-être tout juste au stade ça ne compense pas la baisse en Chine. Et ça ne compense pas la baisse en Chine, d'où le fait qu'on finisse avec un LVMH avec moins 3% de croissance organique. Et surtout, ce qui est très regardé par les marchés, c'est cette fameuse croissance, et en l'occurrence décroissance sur la partie mode et maroquinerie. Louis Vuitton et Dior, c'est ça. À moins 5%. Pas uniquement, mais aussi. Si le numéro mondial du luxe, LVMH, avec son emprise mondiale, son portefeuille de 75 marques, se retrouve aujourd'hui en difficulté au point d'afficher une baisse de ses ventes. Je ne crois pas que c'était le consensus attendu. On attendait un peu de croissance flat plus, quoi. Ça veut dire que d'autres groupes vont être dans des difficultés bien plus importantes ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on a vu sur les dernières années, c'est-à-dire cette polarisation dans le secteur du luxe entre des très bons acteurs de forte qualité, on peut citer Hermès, on a Brunello Cucinelli, on a Ferrari, qui en fait finalement sont des acteurs qui ont une offre assez contrainte. Donc on a ces acteurs-là de ce côté et les autres qui sont nettement moins qualitatifs. J'ai l'impression que le gap est en train de s'élargir. Donc à ce stade, je ne suis pas très inquiète pour des groupes comme Hermès, d'autant plus qu'en fait ils ont peu augmenté leur prix par rapport à d'autres sur les précédentes années. Donc là, ils vont avoir un effet pricing beaucoup plus important. Enfin, ils continuent à l'avoir sur l'année 2024. Ferrari, qui produit que 14 000 véhicules par an, il n'y a pas de sujet de demande. Pour des groupes qui peuvent choisir leurs clients, effectivement, c'est une situation assez différente. En revanche, évidemment, quand on regarde les performances de groupes comme Burberry ou Kering, là, c'est beaucoup plus délicat. Et d'autant plus dans un marché qui se retourne, des sociétés en restructuration ont d'autant plus de mal dans ces marchés-là. Donc là, les attentes sur un Kering, elles sont autour de moins 20, moins 25% sur des marques comme Gucci. Donc, d'accord. Là, pour le coup, on verra si les attentes sont correctement ajustées, mais c'est déjà sévère. Rien que les attentes sont déjà sévères sur une marque comme Gucci. Au global, je veux dire, comment on investit dans le luxe aujourd'hui et demain ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut quand même changer la manière de faire par rapport à ce qu'a été l'investissement dans le luxe ? Alors, sans même parler juste des années d'hypercroissance, Covid et post-Covid, mais même tout le cycle précédent, qui a été un cycle séculaire de croissance du consommateur chinois, etc. Ces vents structurels-là, il faut moins compter dessus pour l'avenir ? Alors, je ne parlerai pas de vent structurel de ce qu'on a eu. En fait, on a eu surtout un long cycle. Un revenge buying. Un revenge, d'accord. Voilà, c'est un peu on a été enfermés chez nous pendant les années Covid. Ça, oui, pour le Covid. Et derrière, du coup, en 2021, 2022, 2023, on a vraiment eu des croissances explosives, mais qu'on n'avait pas vues dans le secteur du luxe depuis
Les cours de bourse ont doublé, hein. Voilà, exactement. Je veux dire, sur la période. Et on ne parlait pas de croissance. La croissance du secteur est estimée autour de 6%. C'était des croissances à 20 à 25% plus. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'on retournera à courte, moyenne échéance sur ces niveaux de croissance. En revanche, revenir à un certain moment sur des croissances 5, 6, 7%, oui, qu'on connaissait précédemment, c'est ça, d'accord. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et en l'occurrence, ce sera déjà du coup amorti par le consommateur américain. Ouais. Après, quand on est investisseur, c'est vrai qu'on va regarder le côté. Enfin, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on a envie de rester sur les acteurs les best in class, les acteurs les plus défensifs? Hermès, par exemple, on en a cité d'autres. Certains qui ont un très bon momentum sur leur marque, c'est aussi ce qu'il faut regarder sur les marques de luxe. Par exemple, un groupe comme Prada. Alors, tout le monde ne peut pas en faire parce que c'est coté à Hong Kong. Mais il y a une histoire de restructuration. Il y a une histoire... Il y a eu une histoire de restructuration sur Prada. C'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. On est sur la fin des sujets de restructuration. Mais en fait, chez Prada, on a une marque qui s'appelle Miu Miu, et qui explose littéralement, qui est sur ce qu'on appelle les heat maps, le mapping de marque qui les points chauds, quoi. Qui est tout en haut. Et donc, voilà, quand on tape ballerine, Miu Miu, mini-jupe ou sac, c'est vrai que c'est tout en haut de la liste et c'est vraiment les produits qui ont la plus forte désirabilité en ce moment. Donc là, un Miu Miu, on tape plutôt sur des croissances entre 50 et 70%. Voilà, c'est des croissances explosives et ça porte le groupe Prada. Sur des marques plus petites, effectivement, des retournements de marque. Alors, pas dans le secteur du luxe, mais Adidas, il y a 12-18 mois, c'était très très compliqué. Et on voit que le repositionnement de la marque, l'idée d'aller chercher d'anciens modèles, de les remettre au goût du jour, ça fonctionne, ça marche. Pour l'instant, ils sont dans le bon positionnement, c'est ça, par rapport à la demande du client lifestyle, on va dire. C'est ça. En fait, c'est sur un acteur comme Adidas, on est sur des cycles longs aussi sur les produits qu'ils vendent. Donc aujourd'hui, c'est la Samba et la Gazelle qui marchent extrêmement bien. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, et normalement, ça devrait continuer. Et à l'inverse, en fait, faut toujours regarder au sein du secteur. Un acteur comme Nike aujourd'hui a beaucoup plus de mal sur ses fondamentaux, c'est-à-dire sur ses Air Force One, sur ses Jordan et sur ses Dunk. C'est vraiment les modèles qui dans le passé, les piliers, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, qui sont fragilisés aujourd'hui. Qui sont fragilisés. Donc c'est vrai qu'avoir un Adidas qui tape sur du 10% de croissance, ça reste intéressant. Il y a souvent un système de base communicant, c'est ça. Il y a un sujet sur la valorisation du titre aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça que le titre rend un petit peu aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit, l'histoire LVMH, là, avec le facteur chinois, bien sûr? Est-ce qu'il y a une lecture presque un peu macro à faire derrière la communication d'un groupe mondial comme LVMH? Valentine? La Chine ralentit. Ouais. Et cela de façon structurelle. Impacté, il y a quand même des vrais sujets structurels en Chine qui sont la démographie, qui sont le dégonflement de l'immobilière, et qui sont également tous les problèmes de tension au niveau des échanges commerciaux qui vont peut-être monter en puissance si Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis. Donc on a ces problèmes structurels en Chine. Ces dernières semaines ont été annoncées une série de mesures de soutien à l'économie chinoise. Je ne pense pas que ces mesures de soutien soient de mesures à changer cette histoire structurelle, mais elle est plutôt là. Ces mesures de soutien sont plutôt là pour contrecarrer les dommages collatéraux de ce ralentissement chinois, notamment éviter qu'il y ait des pressions sociales trop fortes. Ces mesures de soutien seront dirigées sur les collectivités locales, sur les entreprises pour les aider à racheter leurs actions, sur les ménages immobiliers qui sont trop endettés pour baisser le coût moyen de leur dette. Mais ce ne sont pas des mesures qui sont destinées à changer l'histoire structurelle de ce ralentissement chinois. Donc, pour l'instant, voilà, on a ce ralentissement en Chine. Et comme ça a été évoqué, le vrai sujet, c'est... on a évidemment un ralentissement. La Chine veut changer de business model, de modèle économique et être beaucoup plus dépendant de la consommation, de la demande intérieure. Et moins d'investissement, mais plus de la consommation. Et on voit que le ménage chinois ne consomme pas. Le ménage chinois épargne, contrairement au ménage américain. 70% de son patrimoine, c'est de l'immobilier. Il est déjà ruiné depuis 3 ans de ce point de vue-là. Donc, oui. Un jeune sur 4 est au chômage. Enfin, la statistique qu'on avait officiellement, oui. Donc, ils sont obligés d'épargner. Donc, ils sont vraiment toujours dans une démarche de prudence. Et
l'idée, parce que le package, quand même, par le marché, en tout cas, a été reçu différemment des tentatives de soutien précédentes, qui étaient peut-être trop faibles, pas assez globales, pas assez holistiques. Là, on essaye quand même d'en mettre un peu partout. Il y a beaucoup de promesses, de ce que j'ai compris, mais on a vu quand même une réaction de marché assez violente. Alors, ça s'est un peu dégonflé sur le luxe, hein. Il y a eu l'effet sur le luxe, mais LVMH est revenu aujourd'hui sur les niveaux qui prévalaient avant les annonces chinoises. Mais sur les marchés chinois, il y a quand même l'idée qu'un plancher peut-être a été mis quand même, Valentine. Un plancher a été mis et surtout les attentes étaient très faibles et on voit qu'aujourd'hui le gouvernement va prendre des mesures pour éviter un impact très fort de ces problématiques structurelles sur les marchés actifs. Et s'il faut en prendre plus demain, on en remettra au pot demain ? On en remettra, mais je ne crois pas à une annonce bazooka, comme c'est un peu attendu par le marché. Je ne crois pas à ce genre d'annonce, parce que de toute façon, on est dans une dynamique où le gouvernement chinois veut se désendetter. Et le niveau d'endettement, que ce soit au niveau des collectivités locales et des grandes entreprises publiques, est extrêmement élevé. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la Chine aujourd'hui veut garder sûrement des billes en cas d'une détérioration des relations commerciales avec les États-Unis. Donc, ils n'ont pas intérêt, à mon avis, à annoncer tout de suite pour, dans 6 mois, devoir reprendre à nouveau, ne plus avoir de marge de manœuvre pour pouvoir à nouveau soutenir son économie. Laurent, sur ce qui vous intéresse, la Chine, mais je veux bien qu'on revienne sur LVMH, et puis il y a aussi ASML. 2 méga caps européennes, quand même. Enfin, je veux dire, alors à notre niveau, c'est quand même 200-300 milliards quand même de market cap, ces boîtes-là, qui démarrent très mal la saison de publication. Ça marque un peu les esprits, quand même. Je pense qu'on n'attendait pas cette saison de résultats comme une saison plutôt florissante. On imaginait que ça allait être plutôt éviter les balles pour faire de la performance. Les balles ont commencé à être tirées. Malheureusement, elles ont touché 2 grands candidats. Ce qui m'intéresse au-delà des chiffres, c'est plutôt d'essayer d'identifier quels sont les mots et est-ce qu'on peut trouver des mots communs aux différents sujets, parce qu'on parle de technologie, on parle de luxe, on parle tout à l'heure de Rexel, donc c'est de la distribution, c'est de l'équipement, etc., électrique, industriel. Et j'ai envie de dire que les stigmates des uns et des autres sont un peu les mêmes. Globalement, le message, c'est de dire la Chine ralentit, et clairement, c'est ce que Valentine vient de préciser, le modèle doit être transformé, et je n'achète pas du tout l'histoire promise par l'instant par le gouvernement. J'achèterais la Chine dans l'esprit si demain on adresse le problème chinois. Le problème chinois, c'est qu'il faut continuer à accélérer la montée des salaires. Aujourd'hui, c'est ce que les ménages demandent. Et il faut se poser la question de la protection de la santé, le médical. Sociale, voilà. Ouais. Et si demain on ne fait pas ça, toutes les promesses, tout l'argent qui sera mis sur la table, c'est du fiscal, c'est du budgétaire, mais ça ne répond pas à la problématique. Et donc ce modèle ne peut pas évoluer. Donc nous, aujourd'hui, on est plutôt très prudent sur la Chine. Donc on a une Chine qui se réinvente, mais très graduellement, et aujourd'hui incapable de dire si elle est capable de se réinventer totalement. Et on a une Europe qui est dans une phase malheureusement d'attentisme total, liée probablement à une conjoncture politique qui est illisible pour un investisseur. Que je parle investisseur, c'est un corporate. Demain, si je mets du CAPEX au travail et que je veux monter une nouvelle usine, une nouvelle centrale, quelle que soit la ligne de production ou de sujet, mon consommateur final européen, est-ce qu'il est aujourd'hui gourmand ? Lui aussi, il épargne. Il épargne de plus en plus depuis quelques années. Et il est à des niveaux records qu'on n'a jamais vus. Et ça, c'est pas un biais franco-français, ça, Laurent ? Non, clairement, c'est le même message partout. Ce qui veut dire que l'Europe, elle a un sujet à adresser, parce qu'elle a tenté, avec Mario Draghi, pendant 10 ans, d'avoir une politique monétaire hyper accommodante avec des taux à zéro négatifs. Et la stimulation monétaire, elle ne fonctionne pas. Donc si on veut stimuler l'économie européenne et l'amener vers une croissance pérenne, ce qui serait, je pense, un peu l'objectif, il faut réfléchir différemment. Et d'ailleurs, notre ami Super Mario a publié un rapport en début du mois de septembre sur la compétitivité européenne, et je trouve qu'il a probablement donné des pistes de réflexion qui sont très intéressantes en donnant 170 propositions. Il y a 3 grands sujets qui reviennent. Bien sûr, c'est la sécurité, réduire les dépendances, c'est avoir une politique commune sur l'énergie et la décarbonation, et bien évidemment investir dans la technologie en essayant de réduire notre retard, si on peut le combler, sur les technologies. Globalement, ce qu'il nous dit, c'est une seule chose. Il faut que les États favorisent l'investissement des entreprises. Prenez des risques. Dans un environnement. Il faut pouvoir prendre des risques. Il faut du CAPEX. Et quand il y a du CAPEX dans les marchés financiers, dans l'économie réelle, on a ce qu'on appelle, on se souvient tous de nos cours d'économie, moi malheureusement encore un peu, le multiplicateur. Et quand ce multiplicateur se met au travail, ce qu'on a tous douté, quand Trump est arrivé au pouvoir, il a dépensé, on s'est dit mais c'est un miroir aux alouettes, dans quelques mois ou quelques trimestres c'est fini. Et d'ailleurs, si cette économie elle a été si résistante, c'est peut-être que M. Trump, à travers toutes ses relances, et M. Biden ont démontré que l'aide fiscale et le CAPEX, c'est un multiplicateur très positif. C'est quoi une manière réaliste
de s'appuyer sur ça, Laurent? Parce que moi, je veux bien le rapport Draghi, mais on peut remonter jusqu'au rapport des 5 présidents il y a 10 ans. Tout est écrit, la feuille de route, elle est claire pour tout le monde. Mario Draghi reformule, alors dit des choses de manière très brillante, mais je veux dire, encore une fois, prenez des risques. Le problème, c'est toujours la même histoire. C'est quelle est la volonté politique d'avancer, de mettre en place des systèmes peut-être plus communs, plus fédéraux, sans forcément que ça coûte beaucoup d'argent, hein, parce que moi je pense que le chiffre de 800 milliards qui a été cité, qui n'est pas un chiffre avancé par Mario Draghi, je pense qu'il effraie aussi un peu peut-être des partenaires qui se disent voilà, 800 milliards, il faut refaire 800 milliards de dettes communes, avec des partenaires budgétaires et fiscaux dans lesquels j'ai pas vraiment confiance. On sait qu'on n'y arrivera pas, donc comment on est réaliste par rapport à cette idée-là? Alors comment on est réaliste? J'ai envie de dire que non, mais si on fait il y a des choses à faire quand même, ce que je veux dire. Prospection à 12 mois, pour moi, il y a un catalyseur très fort qui sont les élections législatives en Allemagne, septembre prochain. Si l'Allemagne ne change pas sa politique, parce qu'aujourd'hui c'est eux aussi qui souffrent, alors on peut dire que c'est un meilleur élève, c'est sûr, quand on se compare aux autres on est beau, mais quand on se regarde tout seul on est peut-être un petit peu en difficulté aujourd'hui, je pense que l'Allemagne est clairement en difficulté. J'ose espérer que l'évolution politique allemande autour des législatives de septembre 2025, malheureusement ça nous fait 12 mois d'attente, sera peut-être un tournant dans l'orthodoxie budgétaire et la volonté allemande de ne pas, entre guillemets, dévier d'une trajectoire qui depuis 20 ans ne leur a pas vraiment réussi au groupe commun. Alors après il y a des exceptions et voilà. Donc ça pourrait être le tournant. Et après il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. Harmoniser les politiques. D'ailleurs dans ces propositions ça coûte rien. Ça coûte rien. Je suis d'accord. Un commissaire à la simplification. Ça veut tout dire. Hein. C'était QFD. Ouais. Je me méfie de ce genre d'idée, mais s'il en faut un, pourquoi pas? Les deux messages dans ces deux entreprises, c'est le problème chinois, il est conjoncturel plus, peut-être qu'il peut devenir structurel. Et l'Europe, si on la réveille pas par du capex, c'est pas le consommateur qui prendra le relais. On avait, Valentine, juste avant l'émission, cette discussion sur les élections allemandes de 2025. Là, je voyais un Olaf Scholz aujourd'hui encore qui proclame que, alors moi je ne suis pas contre, hein, mais qui proclame qu'il faut toujours plus d'accords de libre-échange pour l'Europe. L'Europe a besoin de beaucoup plus de free trade agreements encore aujourd'hui. Il n'y a plus qu'Olaf Scholz qui porte cette voix, j'ai l'impression, aujourd'hui en Europe, quoi. C'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même des intérêts qui sont assez divergents en Europe, où on a une Allemagne qui est aujourd'hui extrêmement dépendante de ses exportations. 50% sont des exportations. Et l'Allemagne va pas très bien, hein, parce que l'Allemagne, aujourd'hui, est pénalisée par le ralentissement structurel de la Chine, par le fait qu'aujourd'hui, on a plus de volatilité au niveau des prix de l'énergie, et le gaz pas cher russe, c'était quand même la compétitivité de l'industrie allemande, et les industries allemandes perdent des parts de marché en Chine. Donc l'Allemagne a aujourd'hui vraiment intérêt à renforcer ses liens avec ses partenaires commerciaux, mais à quel prix ? Alors que nous, en Europe, on devrait peut-être construire des industries, mettre des capex et peut-être avoir une certaine protection pour nos industries naissantes. Donc on se rend bien compte que là, il y a... Le discours politique va dans ce sens-là de plus en plus quand même, je dois le dire. Enfin, sans qu'on fasse le débat sur le Doliprane, mais le discours politique va dans ce sens-là aujourd'hui quand même. On doit mettre des capex, on doit essayer de stimuler certaines industries, mais les jeunes industries, eh bien, il faut les protéger. Et ce qu'on se rend compte en Chine, c'est qu'il y a une consommation qui ralentit, ce qui veut dire qu'ils ont toujours des capacités très importantes dans de nombreux secteurs. Et si on ne protège pas un peu le marché européen, on peut être envahi, et c'est ce que craint d'une certaine façon aussi, enfin c'est ce que craint les États-Unis, hein, par les produits chinois, et qu'on ait ce qui contribue à une certaine déflation. Est-ce qu'au moins sur est-ce qu'au moins sur le plan conjoncturel, l'idée d'une Chine stabilisée, d'une économie ou d'une croissance chinoise stabilisée, est-ce que ça peut se retrouver quelque part en Allemagne à travers l'industrie et la croissance allemande? Pour l'instant, on parle plus de stabilisation, mais de voir la Chine encore comme relais de croissance forte, source de croissance pour l'Allemagne, comme ça a été depuis 10-15 ans, la dernière décennie, ce n'est plus l'idée. Ce n'est plus l'idée. Et l'Allemagne aujourd'hui, oui, ils doivent quand même se réinventer. Après, il ne faut pas être trop négatif, hein, ils ont de la marge de manœuvre. Hein. Ils ont de l'argent surtout pour le faire. Oui. Leur endettement, la dette sur PIB, on est à 75%. S'ils veulent émettre de la dette, il y a de la place pour émettre de la dette. Pays, et il y a de la marge de manœuvre pour faire quelque chose. Ouais.
Mais moi, ce que je trouve qui n'est pas encore un risque, qui n'est pas bien mesuré aujourd'hui par les marchés, c'est que le scénario, en gros, sur l'Europe, on tourne tous autour avec une croissance autour de 1%, avec une consommation, une reprise de la consommation grâce aux revenus réels positifs, c'est-à-dire des gains de pouvoir d'achat avec la baisse de l'inflation. Moi, je m'interroge quand même sur la dynamique du marché de l'emploi en Allemagne. Il faut quand même penser que 24% des emplois, c'est du secteur manufacturier. Jusqu'à présent, si on regarde la dynamique de la production industrielle par rapport aux dynamiques qu'on avait avant Covid, en gros, on est 20% inférieur à ce qu'on devrait être. Et l'impact sur le marché de l'emploi a jusqu'à présent été vraiment peu visible. Alors quand on voit Volkswagen, c'est le premier employeur industriel du pays. Nous ne sommes plus compétitifs. Nous ne sommes plus compétitifs. En Allemagne. En Allemagne, garantir les emplois l'année prochaine, c'est pas aussi évident qu'auparavant, parce qu'avant, ces emplois, ils étaient garantis avec les gains de compétitivité. Un pacte séculaire qui est en train d'être refondu, oui. Cette histoire, elle a changé. Oui. Donc, bon, voilà, moi, mon inquiétude, c'est cette dynamique sur le marché de l'emploi qui pourrait quand même être mise à mal par ce ralentissement. Ça va. Aujourd'hui, n'est pas visible. L'histoire du risque déflationniste, là, c'est une histoire devant nous, en Europe, à nouveau, Laurent ? C'est vrai qu'on est sorti un peu de cette histoire avec le Covid, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'y revenir assez vite ? Ça peut être une hypothèse dans le scénario central, mais j'ai envie de dire que c'est probablement l'hypothèse la plus faible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'on a probablement encore une vague de diminution de l'inflation pour 6-9 mois, parce que les bases de comparaison vont nous amener jusqu'à l'été prochain probablement à une trajectoire plus faible et retourner vers les 2, voire en dessous. Mais j'ai quand même à l'esprit 2 éléments, c'est que j'ai la Chine qui veut entre guillemets essayer de se protéger, et donc ça peut créer peut-être artificiellement des petits sujets, bon, sans parler du géopolitique qu'on ne maîtrise pas, mais qui peut créer bien sûr de manière éphémère de l'inflation. Mais j'ai surtout quand même de l'autre côté de l'Atlantique une élection imminente. Et quoi qu'il arrive, que ce soit les bleus ou les rouges, Trump ou Harris, on est dans la dépense budgétaire. Donc les deux ont des trajectoires de déficit qui sont pas soutenables. C'est du n'importe quoi à du peu probable. Mais donc ça veut dire que cette économie va encore se restimuler à partir de 2025. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les grands agrégats, l'année prochaine, le budgétaire, c'est 0,0+ aux États-Unis. L'année dernière, c'était -1, donc ça a pénalisé la croissance. L'impulsion, c'est ça. Ce qui veut dire que si les États-Unis repartent un peu, la volonté de poursuivre le capex et un consommateur qui, lui, sera probablement toujours au rendez-vous parce que l'effet salaire réel va continuer, j'exclus pas que l'été prochain ou l'automne prochain, alors c'est super loin en termes de fiction, mais les marchés, c'est aussi intéressant de se projeter à 12 mois parce qu'on est trop souvent dans le court terme et le trimestre d'après. Que la question qui soit posée aux banquiers centraux, c'est qu'est-ce qu'on fait avec une inflation qui se réveille ? Et je suis dans les partisans de considérer que l'inflation peut se réveiller à partir de l'été prochain ou pour l'hiver prochain. Et se réveiller, c'est quoi ? C'est une inflation qui remonte à 5 ou qui remonte à 10 ? Non, 10, j'y crois pas, mais si demain elle repasse entre 3,5 et 4,5, ça devient très désagréable pour M. Powell, pour Mme Lagarde. Et donc là, tout d'un coup, le scénario change. En Europe, peut-être un peu moins, non Enfin, je veux dire, c'est plutôt un sujet américain. Certainement. Le soutien budgétaire sera plutôt aux États-Unis. Oui. J'ai quand même l'espoir que l'Europe se réveille sur le soutien budgétaire. Ariane, qu'est-ce que vous attendez des entreprises, là, puisqu'on commence la saison de publication, là, on regarde la discussion qu'on a. Qu'est-ce qu'on attend du discours, du message des entreprises européennes ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres, que vous avez identifiés par rapport aux attentes du marché aujourd'hui ? Et puis, en termes de gestion, comment ça se traduit ? C'est vrai qu'il y a eu ce moment un peu estival où on a vu la partie défensive revenir assez fort. C'est vrai que depuis quelques semaines, il y a eu quand même un rebond un peu de la partie cyclique avec l'histoire chinoise, la baisse des taux, etc. Mais on voit que c'est pas forcément quelque chose de très solide encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur cette saison de publication, déjà en amont de la saison de publication, on a tous ces pré-close call que font les analystes avec les sociétés qui déjà avaient fait pas mal baisser les attentes. Donc on se retrouve avec des attentes sur le troisième trimestre qui étaient déjà assez faibles. On craignait les warnings. Voilà, on est servi. On est servi dès le début des publications. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que on dit qu'on risque d'en avoir quelques-uns dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai que c'est déjà arrivé sur l'automobile. Les attentes sur l'automobile ont baissé de 20%. Voire pour le trimestre, là. Voilà, pour certains bien sûr. Encore plus. On a eu aussi des effets négatifs, des révisions à la baisse sur l'énergie.
prix du pétrole oblige. On l'a vu aussi sur les matières premières. Donc voilà, là, c'est les secteurs cycliques qui, nous le savons, vont souffrir. Ouais. Et donc, on ne s'attend pas à de bonnes perspectives de ce côté-là. Ouais. À l'inverse, on a deux secteurs sur lesquels on a vu plutôt des révisions bénéficiaires à la hausse. Toujours les financières, finalement. Même avec... Bien qu'on ait déjà ces baisses de taux qui ont commencé, on attend toujours plutôt des bonnes nouvelles du côté des banques. Et le deuxième, c'est le real estate, l'immobilier. Effectivement, depuis finalement la fin du premier semestre, on commence à avoir des valeurs d'actifs qui se stabilisent ou qui baissent un petit peu moins. Donc là, voilà, on est sur la fin de ces baisses de valeur d'immobilier. Et donc, on a plutôt de bonnes nouvelles aussi de ce côté-là. Sur le sujet cyclique défensif, c'est vrai que c'est toujours la grande question. Nous, on essaie plutôt de l'évacuer. Dans nos portefeuilles, on est plutôt assez équilibré. Et c'est vrai que c'est avant tout un sujet de stock picking. Mais non seulement stock picking entre cyclique et défensif, mais d'autant plus au sein d'un secteur. Parce que c'est vrai que quand on regarde le secteur, on parlait du luxe tout à l'heure, entre la performance ou Nike, Adidas, bien sûr. On l'a vu par exemple dans les biens de consommation de base, on a un Lean qui doit faire autour de 10%, un Unilever à plus 30, un Nestlé à moins 30. Donc, voilà, on a des écarts monstrueux. Donc voilà, on essaye plutôt de faire les choix au sein des secteurs. Le cas d'investissement action Europe, là, comment vous le placez dans l'échiquier global aujourd'hui? C'est quoi les forces du cas d'investissement européen, Ariane? Parce que la décote de valorisation, je crois, reste gigantesque entre l'Europe et les États-Unis. On est à plus de 35% de décote de PE aujourd'hui. Et c'est des niveaux qui durent. Tout à fait, je crois qu'on est même à 38% maintenant d'écart de... J'ai vu 37, moi, mais donc on est là, quoi. De valorisation, c'est effectivement monstrueux. C'était des niveaux qu'on avait en octobre 2022 aussi. Je me souviens, au point bas du marché, on avait déjà cette décote de l'Europe de plus de 30 ou 35% par rapport aux US. Donc la valorisation, on va dire que c'est du côté du positif. Oui. Les mauvaises nouvelles côté politique, on les a aussi. On a ces sujets-là qui sont plutôt aussi côté négatif. Les warnings, on les a aussi. Maintenant, comment se repositionner à partir de ces niveaux-là, finalement? On a finalement les impacts de baisse des taux qui vont finir par avoir un impact positif sur nos sociétés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je dirais, c'est aussi le retour à l'actionnaire. Pour la première fois, on a un retour à l'actionnaire pour l'investisseur européen qui est supérieur à celui de l'investisseur américain. On a 5% de retour à l'actionnaire en Europe. Donc c'est dividende et rachat d'actions compris, c'est ça? Exactement. Okay. On a 3,5% de rendement du dividende et 1,5% sur le rachat d'actions. Alors qu'aux US, on est plutôt à 4. Donc là, voilà, on a cet élément-là aussi qui joue favorablement pour les marchés européens. Sur les histoires de banque centrale, oui, Valentine, la BCE c'est demain, donc ils vont faire 25. Je veux dire, est-ce qu'à un moment, ils feront plus que 25 ? Est-ce qu'ils peuvent prendre la responsabilité d'aller plus vite, plus fort face aux incertitudes, Non, mais c'était le discours d'une Mary Daly de la fête de San Francisco hier. Dans un climat d'incertitude, en tant que banquière centrale, c'est bien d'avoir une approche graduelle aussi, quoi. Oui, mais enfin, on est quand même pas là si on regarde. On est trop graduel, nous, en Europe. Ce qui est vraiment très amusant, c'est ce que vont faire les banques centrales, mais c'est aussi ce qu'anticipent les marchés. Globalement, les marchés anticipent la même chose pour la BCE et pour la Fed pour cette année et l'année prochaine. Alors que si on regarde quand même les dynamiques économiques des deux zones, elles sont quand même totalement différentes. Aux États-Unis, si on regarde les estimations de croissance pour ce trimestre, autour de 3%. La zone euro, on reste sur une croissance assez faible et on n'arrête pas de dire même si on peut être positif, mais les risques ils sont quand même aujourd'hui baissiers sur la croissance. Et puis l'inflation, elle est à 1,8. 1,8. Oui. 1,8. Donc 1,8, c'est en dessous de 2. Oui. Et ça va continuer. Et si on regarde plus important, parce que là on a tous discuté d'avenir, etc. Mais plus important, si on regarde la dynamique d'investissement. Aux États-Unis, on a une dynamique d'investissement qui reste solide grâce à un budgétaire qui reste solide. Et puis on va penser qu'il va être encore très très fort l'année prochaine. Par contre, la dynamique d'investissement en Europe, on est tous en train de se plaindre qu'elle est faible. Mais un des facteurs de soutien qu'on aurait pour cet investissement, peut-être du budgétaire, mais c'est aussi du monétaire. On a aujourd'hui une marge de manœuvre importante au niveau du monétaire pour relancer l'investissement. Donc il est urgent pour moi que la BCE aujourd'hui baisse ses taux.
Et le risque d'être... déjà, elle va le faire à chaque meeting. C'était pas écrit comme ça au début de l'histoire. Hein. C'est attendu. Donc si on veut surprendre les marchés, c'est 50 points de base. Mais je pense qu'elle va faire 25, comme tout le monde. Mais elle fera 50 en décembre, peut-être. Peut-être qu'elle aura suffisamment de données en décembre pour se dire 50. Mais surtout que ce qui est intéressant, le risque aujourd'hui que la BCE soit derrière la courbe ou maintienne ses taux trop élevés trop longtemps est quand même aujourd'hui, c'est souligné par Philippe Lane à de nombreuses reprises, un risque qui est bien réel. Ouais. Et aujourd'hui, si on maintient les taux élevés, c'est pour l'inflation sur les services et pour les pressions qui sont encore élevées sur les salaires. Mais attention, les variables du marché de l'emploi sont des variables retardées de l'économie. Donc, ce serait un coup dur pour la BCE si la Fed devait en faire beaucoup moins que ce qui est prévu aujourd'hui, pour de bonnes raisons, hein, parce qu'elle a peut-être moins besoin d'en faire aussi. Oui, ça jouerait sur la parité euro-dollar, mais il y a quand même une marge de manœuvre aujourd'hui pour que la BCE en fasse plus que la Fed. Une dose supplémentaire que ce que la Fed pourrait faire. Quoi. Et après, ce qui est aussi amusant, je trouve, dans les économies, c'est les différents modes de fonctionnement en termes de financement. Les États-Unis se financent via les marchés. Donc les conditions de financement se sont aujourd'hui aux États-Unis considérablement assouplies parce que le marché attend des futures baisses de taux. Tandis que les conditions de financement, même si on voit la dernière enquête sur les prêts de la BCE qui s'améliore légèrement, mais on reste quand même sur des conditions d'octroi de prêts très strictes, on reste quand même sur une demande très déprimée pour les crédits de la part des entreprises. Le mode de financement dépend des banques. Donc si on veut vraiment avoir un assouplissement des conditions de financement en Europe, il faut baisser les taux. Ouais. J'ai cru voir passer la demande de crédit immobilier en France notamment est repartie, comme une flèche en 2-3 mois. Quoi. Ouais. Non, quand même une réactivité, une sensibilité, je trouve, à quelques baisses de taux. Ça, c'est un point qui montre aussi que pour un banquier central, peut-être qu'il faut être prudent. J'en sais rien. Mais... ce serait quand même une bonne nouvelle de revoir partir l'immobilier, de voir partir l'investissement en Europe, de voir la demande domestique déprimée. Je ne sais pas si on peut se réjouir de non, ça. Je pense au prix, c'est tout. Quoi. Les prix, oui, restent élevés sur les services, mais globalement, ils sont quand même en train de baisser, les prix. Ouais. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors on n'a pas parlé de ASML non plus spécifiquement, mais on va parler d'IA dans le dernier quart d'heure, mais en termes de logique d'investissement et de gestion pour le compte des clients, là, qu'est-ce qui prévaut pour cette fin d'année chez Autingre, banque privée, Laurent ? Je pense qu'à très court terme, il faut rester neutre légèrement exposé peut-être encore aux actions, en faisant assez attention quand même, parce que il y a des échéances électorales très importantes et donc on ne veut pas partir avant. Aujourd'hui, sur les marchés obligataires, on trouve que le marché américain est intéressant parce que c'est une économie qui est robuste, donc on aime bien le high yield, mais on aime bien aussi l'IG. Pour le rendement, Voilà, exactement, sur le rendement, parce qu'on se trouve que cette économie, globalement, elle a une physionomie qui est intéressante et les taux de défaut, ils n'ont pas vocation à progresser l'année prochaine, très, très honnêtement, avec les nouvelles administrations. Donc on trouve que c'est un bon compartiment aujourd'hui pour venir un peu sécuriser du rendement et protéger peut-être des actifs pour trouver le bon point d'entrée sur les marchés d'actions. Les marchés d'actions, les points d'entrée, ils seront probablement au tournant de cette saison et de la saison prochaine des résultats, quand on aura peut-être, entre guillemets, dissipé une partie du brouillard politique. Bien sûr, il y aura toujours le risque monétaire et budgétaire, mais clairement, on aurait envie de refavoriser progressivement, juste sur cette histoire de décote, un peu les actions européennes, en se disant que si ça se stabilise en Chine, peut-être qu'à un moment, il pourrait y avoir des décisions. Vous comptez sur un réveil de l'Europe, vous l'avez dit, c'est ça. Moi je pense personnelle, mais il peut y avoir cette idée. Logiquement, elle a un tournant très important en 2025, et si elle ne se réveille pas, j'ai peur que ça reste une endormie malade très longtemps derrière. Donc il faudra à un moment faire bouger les choses. Donc on a toujours l'espoir qu'elle se réveille. Après, la définition du mandat de la Banque centrale, malheureusement européenne, parce que j'entendais la discussion tout à l'heure, le problème c'est que c'est une absurdité de dire que leur mission, c'est uniquement l'inflation. Monsieur Powell, avec Jackson Hole, et derrière, ça bascule. Il nous a dit, l'inflation, c'est une chose, mais j'ai un double mandat. Et mon deuxième mandat, c'est la croissance et l'emploi. Et tout d'un coup, la bascule s'est opérée parce que quelques indicateurs ont commencé à montrer un petit effritement, voire des signes d'inquiétude. Et tout de suite, ils réagissent. Voilà, que nous, malheureusement, on est... Et en plus, on est à 1,8. Donc les 2%, on est tranquille. On sait que ça continue à baisser. Pourquoi on ne va pas plus fort ? On est moins rapide et structurellement hawkish.
pour la Banque Centrale Européenne. Sur les actions, Ariane, est-ce que le facteur taille est en train d'évoluer? Est-ce que dans l'idée d'avoir une approche équilibrée, vous disiez on essaye de sortir du match classique, cyclique défensif, de s'extraire un peu de ce genre de clivage. Sur les tailles, est-ce que privilégier les large caps, ça reste une bonne idée? Ça a été une bonne idée jusqu'à présent? Ou est-ce qu'on peut se permettre de regarder des univers d'investissement de taille un peu plus petite, quoi? Effectivement, c'est une question qu'on s'est posée et aujourd'hui, on a un certain nombre de small et mid cap dans les portefeuilles. Ouais. On est plutôt surpondéré du coup sur la partie small mid cap. Ouais. C'est vrai qu'on part d'une période extrêmement compliquée pour les small cap. On est sur des décotes extrême, on parlait tout à l'heure de la décote du marché européen versus on a plusieurs écarts types de ce qui se fait normalement. Voilà, quoi. Exactement, ouais. Encore plus impressionnant du côté des small et mid cap. C'est vrai que quand on a ces dynamiques sur les taux d'intérêt, c'est quand même bénéfique pour les small et mid cap, tout simplement parce que dans l'imaginaire où on imagine les small et mid cap comme des PME, et finalement les small et mid cap cotés sont quand même des sociétés assez saines, ne sont pas si endettées que ça, génèrent du free cash flow, et souvent ce sont des acteurs de niche avec des positions de leader, et donc qui arrivent malgré tout à faire de la croissance. Et effectivement, c'était plus si évident que ça sur les dernières années. Non, il y a eu une panne de croissance bénéficiaire quand même pour ces boîtes-là. Parce qu'on a eu les méga caps qui ont eu des croissances extraordinaires sur les dernières années aussi. Et là, quand on regarde en fait les attentes de croissance bénéficiaire justement sur 2025, alors même si ça pourrait être révisé un petit peu à la baisse, aujourd'hui on attend plutôt 13% de croissance. D'accord. Donc un régime de croissance bénéficiaire supérieur à celui des large caps. Les mid caps, quand on en attend du 7-8% pour les large caps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a plutôt envie de renforcer aujourd'hui dans les portefeuilles. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Ariane Hayat, gérante Action Europe chez Edmond Rothschild Asset Management. Valentine Henouz, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Institute. Et Laurent Dédier, DG délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors j'ai titré ça de manière un peu simpliste, enjeux et perspectives. On en parle avec Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital. Bonsoir Jean-Edwin. Bonsoir. Oui, parce que les enjeux sont multiples autour de l'IA. En fait, ma question c'est est-ce que Nvidia, et derrière Nvidia, le thème de l'infrastructure dédiée à l'IA, les puces, les data centers, est-ce que ça reste la meilleure manière de jouer ce thème? Ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont en train de prendre la relève? Pour répondre à la question, déjà, où est-ce qu'on en est de l'IA et des derniers développements en matière d'IA générative, là, aujourd'hui? En fait, Grégoire, ça avance tellement vite que c'est franchement pas facile. La réponse est de plus en plus ouverte. Ouais. La question est ouverte. Donc oui, ChatGPT 0.1, là, le 4.0.1, a démontré des capacités de raisonnement, des capacités de synthèse, des capacités en fait de pensée. Évidemment, c'est pas de la pensée humaine, mais c'est une prothèse de la pensée qui est incroyablement efficace. Et ça fait seulement 3 semaines que c'est sorti. On peut se demander ce que va donner GPT-5. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une société qui se démarque de tout le lot. C'est eux, c'est OpenAI. Ils ont créé une appli. Cette appli, elle a 250 millions d'utilisateurs par jour. Il y a 2 ans, elle n'existait pas. Et c'est possible que d'ici 1 an, elle soit 1 milliard d'utilisateurs. Donc ça les met tout de suite dans le clan des Instagram, des Facebook, etc. Il n'y a pas mieux qu'OpenAI aujourd'hui, 2 ans après l'arrivée du GPT. En capacité, en compétence, il y a, mais après, ça devient très vite. En fait, c'est une IA généraliste. Mais l'appli s'est énormément développée et on peut y créer des chapitres, des zones d'intérêt. Il y a une partie financière, il y a une partie scientifique, on peut faire de la biologie, on peut faire plein de sujets. Non, mais d'avoir 250 millions d'utilisateurs, c'est important parce que c'est quand même le sujet de l'IA derrière l'infrastructure. C'est qui va l'utiliser, qui va payer et comment on va monétiser tout ça. Donc pour moi, c'est quand même important d'avoir une appli qui fera peut-être 1 milliard d'utilisateurs, comme vous dites, dans quelques années, quoi. Bon, on a vu Adobe présenter une nouvelle mouture de Creative Cloud. Ils sont passés d'à peu près 500 millions d'objets vidéo traités par l'IA à 3 milliards en l'espace de 3 mois, mais ils ne facturent pas pour l'instant. Non. Donc, je pense que ça, c'est la vraie tendance. C'est la tendance chez beaucoup de développeurs de logiciels. On veut donner et amorcer quelque chose. On veut
regarder, observer comment les utilisateurs progressent. On prend date, quoi. On prend date et après, on va probablement faire des plans payants parce que c'est quand même très compétitif. Mais j'ai partagé avec vous la structure de marge d'OpenAI. C'est un secret, mais en fait, c'était dans la presse, donc elle est très très largement négative. Et c'est vrai que Nvidia prend une taxe sur tout cet écosystème, une taxe gigantesque. Et on peut se demander si le SaaS, si le cloud va rester dans l'IA aussi rentable qu'il a été pendant 20 ans. Moi, je pense qu'il va traverser une période de compression de marge, mais que derrière, il redeviendra extrêmement rentable parce que son l'utilité de l'IA, elle va vraiment se démontrer. Donc, voilà, après, pour les idées d'investissement et les thématiques... Non, mais partant de là, c'est la question, encore une fois, c'est est-ce qu'il faut rester en tant qu'investisseur focalisé sur Nvidia, l'infrastructure, ou est-ce que quand même dans la chaîne de valeur, il y a d'autres dimensions qui deviennent intéressantes pour quelqu'un qui est dans l'univers de l'investissement coté. Je le rappelle, pour la stratégie que vous pilotez chez Cadre. On fait du côté et du non-côté. Je sais, mais moi je veux rester sur le côté. Et on regarde beaucoup donc les startups qui arrivent. Tout ça, c'est l'intelligence collective. Ça arrive. D'accord, ok. Pour l'instant, dans les valeurs cotées, on est dans l'infrastructure. Le logiciel se cherche. Le moment du logiciel n'est pas loin. Je pense que 2025, ça sera le moment. On dit ça au moment où... avec l'accident de ASML depuis hier, qui est quand même plutôt dans la partie infrastructure, on voit SAP en termes de capital. Oui, non, mais on se dit ça au moment où SAP devient la plus grosse boîte de tech. Très, très bien. Ça fait 50%. Ça n'a pas beaucoup à voir avec l'IA, malheureusement. Ah, c'est ça. Il n'y a pas d'IA dans le... Si, il y en a, mais c'est pas... on ne va pas choisir SAP pour jouer l'IA, quoi. Pour l'instant, non, c'est pas ma valeur favorite. Okay. C'est plutôt du repricing de licence et de... D'accord. Non, ce qu'on peut regarder, en fait, on peut segmenter, si vous voulez, les semi-conducteurs, l'infrastructure physique. Ouais. Donc là, on va parler d'électricité et ensuite le logiciel. Donc c'est vrai que les semi-conducteurs ont connu vraiment le phénomène Nvidia a fait que tout le monde s'est intéressé aux semi-conducteurs et a compris que l'intelligence artificielle, c'était avant tout de l'informatique. Donc ce sont des semi-conducteurs, des centres de données et un paradigme de calcul qui s'appelle le calcul parallèle. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de commodité ou de service pas public, mais bon, c'est vendu. Tôt ou tard, ça sera juste une forme comme une énergie qui est vendue sous forme d'intelligence. Donc on va s'abonner, on va consommer de l'intelligence artificielle comme on est chez EDF. Voilà. D'accord. Ça va être un service vraiment se commoditiser à ce niveau-là, quoi. Probablement, avec des modèles qui sont collés par-dessus, mais les GPU, c'est une ressource tellement chère et l'électricité qu'ils consomment est très élevée, et c'est probablement ça le modèle vers lequel on va. Donc ce qui s'est manifesté là, cette année, qui est en plus du semi-conducteur, c'est l'électricité. Donc on a vu Amazon acheter un centre de données collé à une centrale nucléaire aux États-Unis. Ils ont payé à peu près $44 par mégawattheure. Ensuite, on a vu 6 mois plus tard Microsoft financer la réouverture d'une centrale fermée. Donc malheureusement pour les Français, Fessenheim ne pourra pas être réouverte parce qu'elle a été trop abîmée. Mais 3 Mile Island, qui est donc une centrale qui était fermée en 2019, va être réouverte dans, je crois, 4 ans. Avec le financement de Microsoft qui paye cette fois-ci $100 par mégawattheure sur un contrat 20 ans, avec en plus un engagement de moderniser l'infrastructure, les câbles électriques, les transformateurs, la distribution électrique à hauteur d'à peu près $30 par mégawattheure. Donc c'est presque x3 par rapport à ce que Google payait, Amazon a contracté en mars. Ouais. Wow. Et là maintenant, donc il y a probablement pas de centrales nucléaires à bout de bras qui peuvent être ravivées, un peu comme ça, on va dire monopolisées par l'IA. Donc Google, sa dernière réaction, c'était de dire bon, nous on va construire les réacteurs, des SMR, bien sûr. Qui est une technologie il n'y en a qu'un seul qui est en construction dans le monde, c'est en Roumanie, avec une société qui s'appelle NewScale. Il y a énormément de startups dans ce secteur. Bon, il y a beaucoup à faire, c'est pas prouvé, etc. C'est une aventure, quoi. Mais on part vers ça, c'est-à-dire qu'on a compris que l'IA, c'était aussi de l'électricité. Mais le prix que paye Microsoft, là, donc $130 le mégawattheure en incluant le coût de transmission, c'est ça, Jean-Edwin ?
C'est un prix standard demain, ça? Ou c'est Microsoft qui se permet de le faire parce qu'il a les moyens de le faire et que voilà. C'est la manière qu'a Microsoft de dire un peu à la communauté, je contribue à la modernisation du réseau pour tout le monde, et en échange, j'ai priorité sur cette centrale. Pendant 20 ans. Mais tout le reste de la région va continuer à être alimenté. En fait, les réseaux électriques, c'est le cas en Europe, aux États-Unis, ils sont très anciens. Ils datent aux US, c'est Eisenhower, en France, c'est De Gaulle. Ils font de l'impact avec ça. C'est très vieux. Ils font de l'impact. Il faut tout moderniser, et c'est pas du digital. Ça peut pas se faire instantanément. Non. Il faut mettre beaucoup d'argent et il faut être très patient. Or, l'IA, elle est déjà prête. Donc, la réunion de ces deux intérêts fait qu'il y a un énorme sujet d'électricité. Je pense que c'est une des grandes thématiques d'investissement. Donc, les investisseurs peuvent s'intéresser à Schneider Electric, à GE Vernova, à Siemens Energy. Toutes les vieilles boîtes, quoi. Voilà. Non, mais toutes les vieilles transformateurs. Mais oui, voilà. Toutes les vieilles boîtes du monde d'avant, quoi. Donc, l'IA, c'est avant tout c'est de l'infrastructure, c'est du physique. C'est pas du digital. Et ça, c'est maintenant. Pour l'investisseur, c'est aujourd'hui. Bon, on en parle ensemble, mais je l'ai cité déjà à cette antenne. La meilleure performance au sein du S&P 500, performance absolue, toute capitalisation confondue. Ça n'est plus Nvidia depuis le 1er janvier, c'est une boîte qui s'appelle Vistra, qui fait justement de l'électricité et notamment décarbonée. Un générateur électrique, on va dire dérégulé. Il n'est pas entièrement tenu aux mêmes engagements que les sociétés régulées. Donc, ça pèse 15 milliards, mais ils ça peuvent prend augmenter leur prix assez facilement. C'est ça. Nvidia est à plus 180%. Nvidia, c'est pas fini. Il y a probablement, je pense qu'encore pendant 2 ans, boursièrement, c'est un peu compliqué, mais fondamentalement, les besoins d'installer des GPU sont gigantesques. Le dernier projet de Elon Musk et Larry Ellison, c'était de créer un centre de données avec 100 000 GPU. Ils ont mis des Hopper 200. Ce sont quand même des GPU à $40 000 pièce. Et ils ont demandé à peu près 1 gigawatt d'électricité. Sam Altman a demandé à la Maison-Blanche, donc c'est vraiment des réunions au sommet, des financements et des autorisations pour faire 5 centres de données à 5 gigawatts chacun. C'est gigantesque. Une centrale électrique nucléaire, c'est entre 1 et 2. On continue de réviser en fait la demande de GPU pour Nvidia. On n'a pas encore atteint la limite de ce on point n'a de vue-là. pas atteint la limite. Après, c'est boursièrement... Parce que quand on voit ASML hier, on se demande si on n'est pas en train au pic de la bulle de CAPEX de ce point de vue-là, avec un risque de déception devant nous. C'est peu de choses. En fait, ce qui se passe avec ASML, c'est une société qui a des carnets de commandes à très long terme. C'est pas sur un trimestre qu'il faut juger la prise de commande. Unités retardées, etc. Il y a un enjeu avec la Chine. C'est le prix d'un avion pour une machine de lithographie. Et la Chine consomme son backlog. D'accord. Elle ne sait pas à quoi va ressembler les sanctions. Elle n'a pas envie de passer des commandes avec des dépôts de garantie qui sont ensuite pas honorés. J'entends. C'est quand même 2 étapes après Nvidia, parce qu'après Nvidia, derrière, c'est TSMC, et derrière TSMC, c'est ASML. C'est vrai. C'est vrai. Faire un read de cross aussi direct entre ASML et Nvidia... ASML était très cher. Éventuellement, si le titre corrige maintenant, il est à moins 40%, depuis son plus haut de cet été. S'il corrige encore de 10%, je pense que... Mais ma question, c'est il faut encore avoir du Nvidia. Même si on a de l'énergie, il n'y a pas d'alternative, du Schneider, du GE, tous ces trucs-là... Mais on a toujours aussi du Nvidia. Je pense que Nvidia peut monter à un chiffre d'affaires. L'année prochaine, 2025, il peut faire à peu près 200 milliards de chiffre d'affaires. Et je pense que ce chiffre d'affaires peut croître de 20-25% pendant les 4 années qui suivent. Donc doubler à terme, quoi. Doubler à terme. Okay. Après, ce que ça représente en capitalisation, je pense que à beaucoup plus long terme, c'est quand même une société qui vend des systèmes intégrés. C'est pas juste une société de semi-conducteurs, c'est une société de logiciels, c'est une société dont les marges n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut être Intel dans le temps de son monopole. Donc oui, je pense qu'un PE d'environ 20 sur des chiffres de 2028 à peu près, ça vous met un cours autour de... je sais pas moi, $300, $350. Le double d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, de grandeur.
Voilà. Après, c'est pas. Il y a d'autres choses qui peuvent faire Je comprends. des plus beaux parcours. Je comprends. Mais c'est ce qu'on voit à cette, déjà à cette cette année. capitalisation-là, c'est phénoménal. J'entends. Ouais. J'entends. Il y a quand même l'idée d'un passage de relais. On n'aura pas eu le temps de parler des logiciels, mais on le fera la prochaine fois. L'année prochaine, c'est l'année du logiciel. ça, D'accord. c'est sûr. Bon, on en parle dès que possible alors. Merci beaucoup, Jean-Edwin. Jean-Edwin Réa, gérant chez Quadrille Capital, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.